he did everything. He did everything, humanly possible to lead us, to come into a tournament like this. Best players in the world, and to be able to elevate to the level that he was at is unheard of, and it's something that's amazing to see up close, and you feel for him just because he did so much and led in every possible way, and we all want to win for each other, but especially for him. So it's tough that we weren't able to get the result that we wanted. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Maintenant qu'on a eu 24 heures pour décanter, on peut se permettre de le dire. Quel tournoi olympique! Oui, on a eu droit à la finale à laquelle on s'attendait entre le Canada et les États-Unis. Et oui, les deux formations se sont rendues en grande finale avec des parcours parfaits de chaque côté. Mais la réalité est la suivante. Dans pratiquement tous les matchs contre des équipes qui se respectent, ces formations ont été en danger. Le Canada l'a été en quart de finale contre la Tchéquie et la Finlande. Les États-Unis, de leur côté, ont eu besoin de la prolongation pour vaincre la Suède. Si on est honnête, c'était leur seul vrai challenge dans leur parcours vers la médaille d'or, vers le match de la médaille d'or, avant la finale. Et bien sûr, l'une face à l'autre, c'est aussi en prolongation que ça s'est joué. Tout ça dans un tournoi sans la Russie, et après la performance de Connor Hellebuyck, y a-tu quelqu'un qui doute encore qu'avec Andrei Vasilevskiy, de Big Cat devant le filet, même si elle n'est peut-être pas aussi complète que la formation canadienne ou des États-Unis, la Russie aurait pu briser l'ordre qu'on a vu dans ce tournoi. En tout cas, moi, je veux dire, il n'aurait pas été dans mes deux favoris, mais avec Andrei Vasilevskiy, tout est possible. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que le hockey international est en santé et on mérite, en tant que partisans, ce qui nous est promis. Ce genre d'événement, aux 4 ans, aux 2 ans maintenant, c'est ça qui nous est promis, mais permettez-moi d'être encore sceptique du succès à long terme de la Coupe du Monde. On verra. Il y avait beaucoup à l'enjeu dans la finale Canada-États-Unis. Deux Connor qui voulaient donc bien se défaire d'une réputation. L'une 100% méritée, l'autre un peu moins, à mon humble avis. C'est celle d'Hellebuyck qui était 100% méritée, juste pour être clair. Sur la glace dimanche en Italie, le plus grand gagnant a sans doute été Connor Hellebuyck, d'ailleurs, qui a jamais pouvoir rire quand on lui parle de lui comme un gardien qui ne peut pas lever quand ça compte. Peu importe ce qui arrive pour le reste de sa carrière. Contre une équipe qui compte sur 3 des 4 meilleurs marqueurs de la Ligue nationale de hockey et probablement le meilleur défenseur offensif des 25 dernières années. Je dis probablement parce qu'à mon avis, il l'est. Erik Karlsson a quand même existé, fait qu'il faut lui donner un peu de respect. Il s'est dressé comme un mur. Pas mal tout a déjà été dit sur cette rencontre qui entre directement dans les classiques instantanés comme les finales de 2010 et 2002. Malheureusement, cette fois-ci, on est du mauvais côté. Ça, c'est la beauté du sport. Et justement, pour un recap complet de la rencontre, tu peux cliquer juste ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt d'un joueur qui n'a pas joué dont on va parler. Un joueur, excusez-moi, un homme, un grand, qui a encore une fois prouvé dans son absence qu'il est le standard. On va parler de lui et comment j'espère que ses coéquipiers de cette édition d'Équipe Canada, le numéro 97 en premier, ont appris de lui durant ce tournoi. Tout juste avant d'aller là, les Olympiques t'ont mis dans un bon mood hockey pour le reste de la saison de la LNH et t'es justement à la recherche de bon contenu en français sur ce beau sport. T'es à la bonne place. La LNH reprend dans les prochains jours et la chaîne reprend de plus belle avec du contenu pratiquement tous les jours, que ce soit des épisodes longs comme celui que tu écoutes présentement, des directs durant et après les matchs du Canadien et encore plus. Et pour être certain de ne rien manquer, c'est facile. Abonne-toi. On veut atteindre les 35 000 abonnés cette année et c'est extrêmement bien parti. C'est gratuit, ça prend 0,5 secondes et ça va mettre un petit baume pour la plaie de la défaite canadienne sur le cœur de ton boy. C'est fait? OK, on continue. L'une des plus grandes beautés du sport, ce sont les émotions que ça amène, mais aussi les apprentissages. Le sport, ça nous permet de nous élever, d'en apprendre sur nous et sur les autres. Dans la victoire, il y a des gens dignes qui demeurent humbles malgré le triomphe. Il y a aussi, soyons honnêtes, de mauvais gagnants. Et dans la défaite, il y a exactement la même chose. De la façon dont va le monde présentement et avec la tendance que prennent nos voisins du Sud depuis plusieurs années, je m'attendais
avoir une armée de mauvais gagnants, prendre d'assaut les réseaux sociaux à la suite de la victoire américaine. Je m'attendais à devoir mettre l'imperméable et passer à travers pour les prochains jours. Je vais dire les prochaines semaines, mais soyons honnêtes, les États-Unis vont passer à autre chose très rapidement. Puis, je parle même pas des joueurs. Là. Puis là, on dirait qu'en faisant défiler une photo de Jack Hughes en disant mauvais gagnant, je parlais vraiment pas de Jack Hughes, juste pour que ce soit clair, là, que j'en vois pas un arriver dans les commentaires et dire comment oses-tu dire que Jack Hughes est mauvais gagnant? C'était vraiment juste un addon. Là. J'habillais l'épisode, c'est tout. Bref, je parle pas des joueurs, soit dit en passant. Autant que nous, appelons ça la planète sportive qui entoure cette rencontre-là. Et ben, soyons honnêtes, c'est ce qui arrive. Je suis peut-être un peu naïf, mais je m'attendais un petit peu moins à la panoplie de mauvais perdants canadiens que j'observe sur les réseaux sociaux depuis maintenant près de 24 heures. Et encore une fois, je ne parle pas nécessairement des joueurs ou encore même de John Cooper, dont la citation sur le 3 contre 3 est vraiment moins pire quand il va l'écouter dans son entièreté. Je ne vais pas vous la faire jouer, là, mais Cooper essentiellement dit « Non, j'aime pas le 3 contre 3, mais on sait que c'est ça les règles, c'est ça qui est ça, mais non, j'aime pas ça. » Alors que toutes les publications depuis 24 heures semblent simplement mettre l'emphase sur le 3 contre 3, c'est de la muerde. Je suis le premier autant fâché que vous aujourd'hui à avoir descendu tous les saints du ciel après le but de Jack Hughes. Je m'en suis jamais caché non plus tout au long de ce tournoi olympique. Dans le climat actuel, je suis pas d'accord avec Connor McDavid pour qui c'était simplement un match de hockey. Personnellement, je pense qu'avec tout le climat, avec tout le manque de respect auquel on fait face de la part des Américains et particulièrement de leur leader depuis plus d'un an maintenant, oui, pour moi, c'est très personnel, peut-être que ça ne l'est pas pour vous, c'était plus qu'un match de hockey. Sauf que peu importe la façon dont ça s'est joué, peu importe ce qui se passe présentement dans le monde, dans le match de hockey, les États-Unis ont battu le Canada fair and square. Et une fois le sifflet final entendu, on donne la main, on félicite et on repart la tête haute. Et surtout, on repart la tête haute. De la façon dont cette rencontre-là s'est déroulée, tout le monde a toutes les raisons de repartir la tête haute. Les joueurs, les entraîneurs, le groupe dirigeant d'équipe Canada, il y en a plusieurs qui jouent au Monday Morning Quarterback aujourd'hui, qui disent un tel aurait dû être là, un tel aurait dû moins jouer. Il y a des critiques tout à fait légitimes de cette rencontre-là. Je ne dis pas qu'il faut absolument rien dire sur l'équipe canadienne dans cette rencontre et dans ce tournoi. Mais au total, l'équipe, l'organisation peut repartir la tête haute. Et justement, dans tout ce qui découle depuis bientôt 24 heures, on peut dire hors de tout doute, à mon humble avis, que le grand gagnant n'a pas terminé la journée d'hier, médaille d'or au cou. Il n'a en fait même pas foulé la glace. En fait, il l'a fait, mais la rencontre était terminée. Et en tout respect pour Darcy Kemper, non, je parle pas de lui, je parle de Sidney Crosby. Fier compétiteur, digne capitaine dans la victoire comme dans la défaite. En n'ayant pas joué le match, Sidney Crosby n'avait aucune obligation à la suite de la rencontre selon les règles olympiques. Tout comme dans la Ligue nationale. Aux Jeux olympiques, dans le contrat, je mets des guillemets là, pour ceux qui vous voyez tous pas, en tout cas, comprenez ce que je veux dire, tu dois être redevable et parler aux médias. Dans la zone mixte, et ensuite de ça, il y a le podium. Pas tous les joueurs doivent aller au podium, souvent seulement les meilleurs, ou ceux qui ont le plus marqué l'histoire d'une rencontre. Les médias se concertent, on fait des demandes, puis certains joueurs doivent se présenter au podium. Bref, Sid, n'ayant pas participé à la rencontre, n'était pas assujetti à ces règles-là. Il aurait été dans son droit de foutre le camp. Et il ne l'a pas fait. Il a répondu à toutes les questions. Il est allé au podium. Et il n'a pas juste bafouillé quelques petites réponses, des réponses courtes parce qu'il était en temps. Non, il a été Sidney Crosby. Il a été digne. Sid a toujours compris. C'est pourquoi, en grande partie, il est Sidney Crosby. Et c'est pas juste la présence, comme je viens de le dire, ce sont les mots. C'est la tête bien haute, c'est la grâce et la dignité dans la victoire. Mais aussi, et dans son cas, c'est très rare, dans la défaite. Certains diront que c'est facile pour lui. Évidemment, il a tout gagné. Peu importe ce qui allait arriver dans ce tournoi-là, peu importe ce qui va arriver dans le reste de sa carrière, on va débattre de sa place sur le Mont Rushmore du hockey pour l'éternité. On va pas parler de lui comme un what if, si vous me passez l'expression. On va pas parler de lui comme un gars qui a eu des ratés, quoi que ce soit, non. Sidney Crosby, on va débattre pour le reste du temps qu'il va avoir du hockey, je vais le dire pour toujours, sait-on jamais. On va débattre de lui comme un des plus grands de tous les temps. Sur la glace, on va débattre de lui comme un des plus grands hors de la glace. Bref, je pourrais comprendre quelqu'un qui dit facile pour lui à ce point-ci de se pointer. Je veux dire, il n'y a littéralement aucune critique. Le but venait à peine d'être marqué par Jack Hughes,
que plusieurs déjà disaient que Crosby, s'il était là, le Canada gagnait. Comme si sa simple présence aurait permis aux joueurs canadiens de convertir plus souvent dans un match où l'équipe a déjà complètement dominé. Et je dis pas ça d'ailleurs comme si je n'étais pas d'accord nécessairement avec cette affirmation-là. Là. C'est que c'est purement spéculatif. La vérité, c'est que on ne saura jamais qu'est-ce que ça aurait donné, cette rencontre-là, avec Sidney Crosby. Par contre, je comprends le point. Je comprends pourquoi plusieurs vont immédiatement là. Ah, avec Sid, on l'avait. Parce que dans le plus gros match de la vie des McDavid, McKinnon, Makar, le moment a malheureusement paru trop gros. Et entendez-moi bien, ils ont bien joué. Makar a marqué le seul but canadien. Et la preuve qu'ils ont bien joué, le Canada a dominé. On est tous d'accord que le Canada a dominé cette rencontre. Et largement, ce sont eux qui ont dominé cette rencontre. Mais lorsqu'il est venu le temps de fermer les livres, les bâtons semblaient être tenus un peu plus serrés. McKinnon rate un filet complètement désert dans une situation où il marque probablement 99 fois sur 100. McDavid, portant le poids du pays sur ses épaules, a essayé de battre tout le monde à lui seul, non pas une, mais 2 fois. Certains disent dans un élan d'égoïsme. Je pense plutôt que c'est dans un sens des responsabilités. Les mêmes qu'il traite d'égoïstes sont ceux qui lui reprochent de ne pas être capable de mener ses équipes jusqu'au bout. McDavid a le talent pour réussir les 2 jeux qu'il a tentés. Il le sait plus que quiconque. Certains disent qu'il voulait son moment Crosby. Écoutez, je ne suis pas dans la tête à McDavid. Vous n'êtes pas dans la tête à McDavid. Mon interprétation vaut la même chose que la vôtre, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais je pense que Connor McDavid le sait plus que quiconque. C'est quoi les attentes envers lui? Et qui sait? Avec un Sidney Crosby sur le banc, peut-être après la première tentative de monter à l'emporte-pièce en prolongation, revient-il au banc et Sid lui donne une petite tape et il dit « Yo, Connor! » C'est pas que Sid dit « Yo, là, mais chill. Essaye pas de tout faire tout seul. On va l'avoir en équipe. Circule la rondelle. Sois patient, man. You got this. » Peut-être pas non plus. Parce que peut-être que Sid, c'est lui qui remplace McDavid, saute sa glace. McDavid rembarque et c'est la même chose. Bref, encore une fois, c'est spéculatif. On ne le sait pas. Qu'est-ce que ça aurait donné avec Sidney Crosby sur la glace. Sans l'ombre d'un doute, Connor McDavid, dans ce tournoi-là, a prouvé qu'il est le meilleur joueur au monde en ce moment. Sidney Crosby lui-même le dit, vous l'avez entendu dans cette introduction, avec et contre les meilleurs joueurs au monde, McDavid a élevé son jeu d'un cran, a trouvé une nouvelle vitesse, un engrenage que personnellement, je pensais même pas que c'était possible à imaginer. Mais, encore une fois, les gens vont retenir qu'en finale, il a connu son premier match, non seulement d'1 point, mais de 0 point de tout le tournoi. Et cette fois-ci, je dois être honnête, une critique tout à fait fair en ce qui me concerne. Le sport d'équipe est devenu cruel dans sa façon d'évaluer les joueurs. Tu peux être, et de loin, le meilleur. C'est le cas de McDavid. Si l'équipe ne gagne pas, on juge les individus qui composent l'équipe, parfois à tort, parfois à raison. Le fardeau de Connor McDavid, c'est le même que tous les grands joueurs dans les sports d'équipe, donc c'est pas injuste envers lui. Peu importe pour quelle équipe que tu joues quand tu es Connor McDavid, que l'équipe soit pactée, mauvaise, milieu de peloton, tu es le meilleur joueur de cette équipe. Connor McDavid, en ce moment, tu le dompes sur n'importe quelle équipe de hockey au monde, il est le meilleur joueur de cette équipe. Le meilleur joueur au monde. Allô, Max, good job. Il est vers lui, c'est vers lui qu'on se tourne pour l'amener à bon port. Lourde est la couronne. Mais, revenons à Sid. On a passé le tournoi à entendre les meilleurs joueurs au monde vanter Sidney Crosby. Tout le monde, du meilleur joueur au gars de 4e trio, du Canada, de l'Allemagne, n'importe qui. Si vous avez écouté les entrevues, à un moment ou à un autre, tout le monde parlait de lui comme la grande inspiration. Comment tout le monde s'inspire de son jeu. Il est peut-être temps pour tous ces gars-là, et particulièrement les meilleurs, les McDavid, mais aussi les McKinnon, les Austin Matthews, nommez-les. Peut-être temps pour eux de s'inspirer de lui un petit peu plus pour ce qu'il fait en dehors de la glace. Pas juste sur la glace. Ce qu'il fait de Sidney Crosby, et ce qu'il fait de Marie-Philippe Poulin de l'autre côté du penchant féminin, Marie-Philippe Poulin, c'est pas juste les buts, c'est pas juste les gros buts dans les gros moments. C'est tout ce qu'on fait avant ces buts-là, c'est tout ce qu'on fait après ces buts-là. Ça peut paraître banal de faire une simple tournée des médias après une défaite dans laquelle tu n'as pas joué et de t'acquitter de ta tâche de capitaine, de visage du sport. Ce l'est pas du tout. Pas du tout. Ça se transpose dans un moment clutch, dans une performance au bon moment. On dit « you are what you eat ». Ben, eat, pas heat. You are what you eat. Difficile pour un francophone de ne pas prononcer le H. Et
T'es sur la glace, ce que tu es en dehors de la glace. Dans l'histoire de la LNH, quand on pense aux plus grands capitaines, les plus vieux se remémorent Béliveau. Les cinquantenaires et quarantenaires vont parler des Messier, Yzerman et Sakic. À juste titre. Mais les trentenaires aussi, on va parler d'Yzerman et Sakic. Ça fait quelques années que je dis que quand ça va être terminé, d'après moi, Sidney Crosby va non seulement être à la table avec tous ces grands messieurs, mais peut-être même le plus grand d'entre tous. À vous de juger où vous classez Sidney Crosby et comment vous classez Sid the Kid pour le leadership dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Mais je trouve qu'on en apprend beaucoup plus sur une personne dans la défaite, dans l'adversité, que dans ses meilleurs moments. Dans la défaite, encore une fois, dans une rare défaite pour Sidney Crosby, il ressort encore une fois du lot comme celui qui se tient la tête bien haute, qui félicite l'adversaire, qui ne cherche pas d'excuses, qui sort pas des petites réponses courtes puis qui a hâte de partir. Et entendez-moi bien, la colère, la déception, tout ça est tout à fait normal. Je pense entre autres à Nathan McKinnon en ce moment, mais pas juste lui. C'est normal, je comprends ça. Mais pour Sidney Crosby, qui est au-dessus de tous ces gars-là, c'est jamais une excuse. Et ça ne devrait jamais l'être pour personne. Loin sont les souvenirs du joueur de 18 ans que plusieurs qualifiaient de bébé, qui chialait sans cesse aux arbitres. Et en rétrospective, d'ailleurs, il avait en partie raison. Fermeture de la parenthèse Sidney Crosby 2005. Il prouve que les vrais grands champions n'ont pas besoin de dire que le hockey est à eux. Il n'y a pas besoin de rabaisser. Il n'y a pas besoin de troller. Je viens de vous mentionner Steve Yzerman comme un des grands capitaines non seulement de sa génération, mais de l'histoire. C'est difficile à imaginer maintenant, mais parce qu'on est 30 ans plus tard. Stevie Y était autrefois exactement dans la même situation que Connor McDavid. Une situation que Sid, lui, a jamais vraiment connue parce qu'il est un prodige dans tous les sens du terme. Celui qui avait tout accompli avant même l'âge de 23 ans, capitaine d'une équipe championne de la Coupe, Golden Goal, médaillé d'or olympique, tout ce que vous voulez. Mais dans les années 90, Stevie Y était un des grands joueurs de la Ligue dont les équipes ne gagnaient pas de coupe. Balayé, humilié par les Devils en grande finale en 95. Éliminé en 6 l'année d'après en finale de l'Ouest par l'Avalanche. Stevie Y et les Wings, finalement, gagnent la coupe en 1997. Il a alors 32 ans. Les Wings en ont gagné 2 autres avant que le numéro 19 ne se retire comme non seulement un des grands joueurs, mais un des grands gagnants de l'histoire. Alex Ovechkin, également, avait 32 ans lorsqu'il s'est finalement défait de son étiquette de perdant en 2018. Connor McDavid vient tout juste d'avoir 29 ans. Il est le meilleur joueur au monde, il n'y a aucun doute, au même titre que Sidney Crosby était le meilleur joueur au monde. Mais ce qui a fait de Sidney Crosby le plus grand joueur de sa génération, et non juste le meilleur, parce que oui, je pense qu'il y a une distinction, et ce qui lui vaut une place dans la discussion des plus grands de tous les temps, c'est plus que le talent et les performances individuelles. Malheureusement, le fardeau des meilleurs dans les sports d'équipe, même si tu es indéniablement le meilleur dans la pratique de ton sport, ça demeure la victoire. Comme si on perdait le fait que tu peux à la fois être le meilleur joueur et ne pas jouer pour la meilleure équipe. Parfois à raison, d'autres fois à tort. Avec les Oilers, pour McDavid, j'ai tendance à dire à tort, malheureusement. Ou plutôt, heureusement. En tout cas, vous comprenez. Au sein d'équipe Canada, j'ai tendance à dire à raison. Il est au sein de la meilleure équipe au monde. Et encore une fois, il regarde l'autre équipe célébrer. Contrairement aux 2 dernières finales de la Coupe Stanley, c'est comme meilleur joueur de la meilleure équipe qu'il regarde l'autre formation célébrer. C'est ce que je veux dire quand je dis que à tort avec les Oilers, à raison avec le Canada. Contre les Panthers, McDavid est peut-être le meilleur joueur, mais dans les 2 dernières années, les Panthers de la Floride étaient une bien meilleure équipe que les Oilers d'Edmonton. Aux Olympiques, c'était très serré, mais on l'a vu dans la rencontre. La meilleure formation était celle qui portait la feuille d'érable. Malheureusement, la feuille d'érable noire. Fermeture de la parenthèse. Fashion du jour. S'il veut devenir le plus grand, comme Sidney Crosby, j'espère que ce n'est pas le jeu de celui-ci qui a étudié durant les 2 dernières semaines, mais bien tout ce qu'il fait hors de la glace. Parce qu'il reste encore beaucoup de temps à la carrière de Connor McDavid pour rejoindre les Sid et les autres. Je suis pas de ceux qui le qualifient de loser, d'individualiste, etc. McDavid porte le poids des attentes sur ses épaules et pour vrai, il le fait bien. Il n'a juste pas encore été capable de closer. Et quand ça arrive, tu as 2 choix. Continuer, essayer de faire exactement la même chose ou d'élargir tes horizons et de voir qu'est-ce que tu peux faire de différent. Et c'est ce que j'ai très, très hâte de voir pour la suite de la carrière de Connor McDavid. Il lui reste encore, on lui souhaite, s'il n'y a pas de blessure grave ou quoi que ce soit, une dizaine d'années, peut-être même plus. Et
dans ces années-là, je suis pas mal certain qu'un peu à l'image de Sidney Crosby, il va demeurer au sommet ou tout près du sommet pour une bonne partie. Est-ce qu'il va devenir un Steve Yzerman? Ou est-ce que dans 30 ans, on va parler de lui comme un de ces grands joueurs qui n'ont pas gagné la coupe et qui donc l'héritage est un peu amoindri? Pour closer, des fois, il faut que tu montres que tu es capable de faire un peu plus que ce que tu peux faire individuellement sur la glace. C'est plate pour McDavid, parce que s'il joue au basket ou était corps arrière au foot, il serait probablement déjà dans la même situation que les Curry, Jordan, Brady ou Mahomes. Parce que, soyons honnêtes, dans ces sports-là, ce sont des sports où tu peux dire « Donne-moi la balle, je m'en charge. » Puis, closer la game comme il essaie de le faire, avec un tir. Closer la game avec une montée à la Tom Brady. Malheureusement, pour lui, le hockey est différent, pour toutes sortes de raisons. T'es pas dans une situation où c'est juste « Donne-moi la puck, m'en occupe. » C'est un des sports collectivement les plus complets. Et peut-être que la meilleure façon pour lui d'y arriver à ses fins, c'est un peu de devenir Sidney Crosby, l'homme. Sidney Crosby, le capitaine, et non Sidney Crosby, le joueur. Entendez-moi bien, Connor McDavid est un bon capitaine. Connor McDavid mène par l'exemple. C'est une qualité en soi. Mais je pense qu'il y avait peut-être des petits apprentissages à faire dans ces 2 dernières semaines. Et pas juste lui. Honnêtement, étant Montréalais, j'espère que Nick Suzuki a fait des apprentissages en regardant Sidney Crosby dans les 2 dernières semaines. Mais évidemment, on regarde au sommet. Et au sommet, c'est très très clair que c'est le numéro 97. Sid, lui, repart de Milan dans une situation qui lui est peu familière, l'argent au cou. Mais encore une fois, il a prouvé que le plus grand en ce moment, peut-être plus le meilleur, mais le plus grand, c'est lui. Aucun Américain ou Canadien ne lui arrive encore à la cheville. Il est encore le visage sur lequel doit compter la Ligue nationale de hockey. Même si, tranquillement, pas vite, il est de plus en plus gris dans sa chevelure. Ah! Ça fait mal à voir, ça. Désolé pour cet épisode très philosophique. Que penses-tu de tout ça? Que penses-tu de la réflexion au sujet de Sidney Crosby et comment peut-être un gars comme Connor McDavid peut en apprendre? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je pense qu'on verra un Juraj Slafkovský transformé à son retour à Montréal? C'est ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!